Alors, le but de cette capsule, c'est de vous faire une introduction au modèle supervisé, donc au modèle prédictif. Alors, la capsule vient un peu en soutien à la lecture du chapitre 2 du livre de Asti, Tibshirani et Friedman. Donc, je vous invite à écouter la capsule en même temps un peu que vous lisez le livre ou à voir la capsule un peu comme une introduction à ce chapitre-là. Vous allez voir que la notation, notamment, est volontairement la même que dans le livre de Asti. Alors, quand on fait des modèles supervisés ou des modèles prédictifs, qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement? C'est la première question qu'on se pose. Alors, de façon générale, on veut prédire X, on veut prédire Y à partir de X. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on voudrait prédire le temps requis pour des joueurs de football pour faire une certaine épreuve sur le terrain en fonction de leur masse. Alors, c'est un objectif qui convient souvent de façon générale dans le langage parlé, mais là, étant donné ce qu'on cherche à faire avec ça, il va falloir préciser un peu plus cet objectif-là. Donc, plus précisément, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on cherche à trouver une fonction. Okay? Une fonction de X qui va nous permettre d'expliquer Y. Et de façon générale, mais pas toujours, mais en général, on va, en apprentissage supervisé, supposer un modèle ou une relation de la forme suivante, où on a notre valeur de Y qui va être égale à une certaine fonction de nos X, de nos variables observées, plus un terme d'erreur. Donc, le terme d'erreur, c'est une portion de Y qui ne peut pas être expliquée par X. Donc, c'est une variabilité naturelle ou une variabilité qui c'est ça qu'on ne peut pas aller chercher à travers ce qu'on a mesuré dans notre modèle. On va voir plus tard que ce terme d'erreur-là a un rôle important à jouer dans le phénomène de surapprentissage. OK, on est allé un petit peu plus précis. Mais il va falloir être encore plus précis que ça. Donc, OK, on cherche une fonction, mais ça ne nous donne pas encore suffisamment de précision pour arriver à se dire exactement qu'est-ce qu'on veut faire avec ça mathématiquement. Alors, on va définir ce qu'on appelle une fonction de perte. La fonction de perte, c'est une mesure de l'écart par rapport à ce qu'on souhaite mesurer. Quand on a des variables continues, une fonction de perte qu'on utilise très souvent, c'est la fonction de perte quadratique. Alors, notre fonction de perte, on l'appelle L. Et puis, elle va être fonction de deux éléments. La vraie valeur qu'on observe, nos vrais Y, et ce qu'on prédit avec notre modèle. À l'occasion, f de x, ici, on va l'appeler Y chapeau pour la valeur prédite. C'est la même chose. Alors, la fonction de perte quadratique, c'est la vraie valeur moins la valeur prédite par le modèle au carré. Alors là, on a un objectif qui commence à être très précis, qui est souvent utilisé. C'est pas la seule fonction de perte qu'on peut utiliser là, pour les variables continues, mais c'est vraiment la plus commune parce qu'elle a des propriétés mathématiques qui la rendent très, très intéressante et très facile à utiliser. Donc, on a notre mesure de comment on veut voir, comment on va évaluer, comment on va trouver notre X, mais il faut travailler encore un petit peu plus parce que il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on veut minimiser exactement. Donc, on va minimiser la fonction de risque. Donc, la fonction de risque, en général, c'est l'espérance de la fonction de perte que Tibshirani, Asti et Friedman nomment EPE. Donc, par exemple, si la fonction de perte est quadratique, on va chercher la fonction f de x qui minimise l'espérance de nos écarts au carré. Donc, la moyenne de nos écarts au carré. OK? OK, donc là, on a une définition assez précise de ce qu'on cherche à faire. Maintenant, comment on trouve ça? Et là, il y a plusieurs stratégies pour le faire. Il y a une panoplie de gammes de modèles pour modéliser, c'est ça, Y en fonction de X. Je vous présente rapidement deux stratégies qui sont assez simples ici.
Alors, la première, c'est la stratégie des cas plus proches voisins. Alors, si on travaille un peu là, notre fonction de risque, et puis qu'on calcule cette espérance-là, mais en conditionnant sur X, on se rend compte qu'en fait, on va minimiser cette fonction-là pour f de X qui correspond à l'espérance de Y sachant X. Donc, une des stratégies pour calculer directement cette valeur-là, c'est de se dire, bon, ben, sachant X, sachant que mon joueur pèse 300 livres, par exemple. Donc, il pèse 300 livres, il se situe à peu près dans cette zone-ci. Donc, pour les autres joueurs de 300 livres, ce serait quoi la moyenne? Ça va être dans ce coin-ci à peu près. C'est quoi la moyenne du temps requis pour les autres joueurs de 300 livres? Donc, je vais modéliser, je vais calculer mon espérance de Y sachant X directement comme ça, en allant voir les joueurs qui sont similaires et en prédisant tout simplement une moyenne là, des joueurs qui sont similaires à l'individu pour lequel je veux prédire. Alors, c'est la stratégie des plus proches voisins. C'est une stratégie qui fonctionne, qui est capable de modéliser là, vraiment une très, très grande variété de formes. En fait, à peu près toutes les variétés de formes, à condition d'avoir un échantillon de taille suffisante. C'est pour ça qu'on appelle ça souvent un approximateur universel. Ça se corse un peu quand on tombe en très très haute dimension, mais pour l'instant, là, on va se concentrer sur le cas où on n'est pas en haute dimension. Et puis, on constate que c'est une façon de modéliser, de calculer l'espérance de Y sachant X qui est tout à fait valable. Donc, une autre façon de le faire, qui est très différente de la première, c'est de supposer une certaine forme à f de x. Donc, lui donner une certaine équation et d'utiliser cette équation-là pour aller minimiser la fonction perte l'espérance de la fonction perte, soit de façon analytique, soit de façon numérique. Alors, la régression linéaire est un exemple de ce type de stratégie-là. Alors, dans la régression linéaire, on va supposer que notre relation entre la masse et le temps requis suit une droite linéaire. Donc, puis on va supposer qu'il y a un bêta 0 qui est notre ordonnée à l'origine et une pente de bêta 1. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette forme-là, cette fonction-là, on va venir la mettre dans notre fonction de perte. Donc ici, j'ai mon Y qui est ma valeur observée. Je lui soustrais la valeur que je vais prédire par mon modèle. Donc, par exemple, si je prends juste un exemple ici, mettons ça ici, ça va être ma vraie valeur de Y. Et puis, la valeur prédite par mon modèle, ça va être ça ici. Donc, on va souvent appeler Y chapeau. Donc, l'écart entre les deux, l'écart entre ces deux valeurs-là, c'est ça ici, puis c'est ce qu'on va mettre au carré et c'est ce qu'on va chercher à minimiser, pardon. Ben, c'est l'espérance de ça. Et ça, dans le cas de la régression linéaire simple, ça se fait de façon analytique et même dans le cas de la régression linéaire multiple, ça se fait de façon analytique assez facilement. Maintenant, quand ça ne se fait pas de façon analytique, quand la fonction est plus complexe que ça, on va devoir utiliser d'autres stratégies pour réussir à estimer les paramètres de notre modèle. Alors voilà, c'est une deuxième façon de faire une prédiction. Donc, en résumé, ce qu'on veut faire quand on fait de la prédiction, dans le cas continu du moins, on veut trouver une fonction qui relie x et y. Alors, il y a plusieurs façons de trouver cette fonction-là. On en a vu deux ici, mais il en existe vraiment une panoplie. Et dans les prochaines capsules, on va voir d'autres façons d'estimer f de x. Et on va discuter aussi de la notion de compromis biais-variance. Parce qu'on va voir que le compromis biais-variance est de surapprentissage. Parce qu'on va voir que on peut utiliser des fonctions f de x. Ici, j'ai donné le cas des cas plus proches voisins, puis la régression linéaire, c'est des fonctions qui sont très, très simples. On peut utiliser des fonctions qui sont très, très, très complexes. Mais à un moment donné, si on utilise des fonctions qui sont trop complexes, on tombe dans le surapprentissage. Donc, on va discuter de cet aspect-là.
Et puis, on va discuter de comment on fait pour évaluer la performance de notre modèle. Alors, je vous invite à lire le chapitre 2 de Asti, Tibshirani et Friedman en complément de cette capsule.